je ne vais pas retracer toute votre bio, ce serait un petit peu long, on n'a finalement pas tant de temps que ça. Vous avez obtenu l'équivalent du prix Nobel pour les sciences de la Terre et la médaille d'or du CNRS. Vous avez été vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est même d'ailleurs un peu vos travaux qui sont à l'origine de la création du GIEC. Et pour revenir un petit peu en arrière, on va voir que vous avez un lien avec Grenoble, parce que à la fin des années 80, au CEA, avec Claude Lorius, vous avez mis en évidence l'influence des gaz de serre sur le réchauffement climatique et donc travaillé ensuite au labo de glaciologie de Grenoble, labo qui fait souvent l'actualité, qui fait la fierté, une des fiertés de la ville, évidemment, il y en a bien d'autres. Et aujourd'hui, vous êtes aussi président de Météo Climat. Voilà, alors évidemment, je vous apprendrai rien en vous disant, parce que j'imagine que certaines des personnes qui sont dans la salle suivent ces sujets de très près. 2004 a encore été une année record en termes de réchauffement et selon l'Observatoire européen Copernicus, qui analyse des milliards de mesures issues de satellites, donc c'est pas au doigt mouillé, hein, des stations météo, d'autres outils, ce réchauffement en avril, donc il y a tout juste quelques jours, celui qui vient d'être mesuré, était encore au-delà de 1,5 degrés. 1,5 degrés, c'était la limite idéalement à ne pas dépasser selon l'accord de Paris. On voit bien qu'on n'a pas pris la bonne direction. Le constat est assez alarmant, Jean Jouzel. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, merci de cette invitation, cher Eric. Alors, merci à un double titre. Je suis à un double titre, invité, disons, à la Biennale, bien sûr, des villes en transition, mais aussi, je suis là au titre de la tournée du climat et de la biodiversité qui nous accueille dans le hall, et je remercie tous ceux qui s'y impliquent. Voilà, disons, cette tournée, l'association que je préside, Météo et Climat, disons, est impliquée dans l'organisation de cette tournée. Voilà, et merci pour ce double accueil. Oui, rien ne va plus, hein, Marie-Caroline, hein, c'est vrai. Voilà, nous sommes, disons, au-delà des 1,5 degré. C'est quoi l'idée? L'idée, ce serait quand même que nous soyons capables de préserver pour les jeunes d'aujourd'hui des conditions auxquelles ils puissent s'adapter dans la deuxième partie de ce siècle. Et c'est ça tout le problème, c'est-à-dire c'est au cœur de l'accord de Paris que vous avez mentionné, à savoir que, eh bien, disons, si on veut on a une capacité d'adaptation, mais si on veut s'y adapter sans trop de difficultés, ce serait mieux d'être bien en deçà de 2 degrés. Et les pays les plus vulnérables, ça a été mentionné par Monica, et les populations les plus vulnérables pensent aussi que ce serait beaucoup mieux de limiter à 1,5 degré. Et nous y sommes. Donc c'est vraiment l'objectif, mais pour atteindre cet objectif par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, aux générations futures, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un double devoir. On doit effectivement s'adapter aussi. Donc les villes en particulier sont au cœur de l'adaptation au réchauffement climatique. Pour moi, c'est très important. Je pense que nous y reviendrons. Mais aussi, on doit lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire diminuer nos émissions. Voilà, je rappelle, l'objectif, c'est neutralité carbone à horizon 2050 pour 1,5 degré. Risque de ne pas y parvenir. On part plutôt vers 3 degrés avec des conséquences très importantes. Et donc on a vraiment à dire vraiment les difficultés dans lesquelles nous sommes et à faire appel à tous les ressorts de l'action. C'est ça qui est très important et je crois que l'action peut être largement aussi dans les villes, bien sûr, dans les territoires. Tout le monde doit regarder dans la même direction et ça peut être un peu ça la difficulté actuellement. Voilà, on a parlé des inégalités, des difficultés, on y reviendra par rapport aux populations les plus vulnérables, mais il y a aussi actuellement un autre mot qui nous manque beaucoup dans notre vocabulaire, c'est la solidarité. Je ne crois pas qu'on y arrivera si on n'a pas, à prendre la mesure du réchauffement climatique, si on n'a pas vraiment un esprit de solidarité qui est en train de nous quitter au niveau planétaire. Et c'est ça aussi le point assez important. Quelles sont les principales causes de ce réchauffement climatique, en tout cas ces dernières années? Donc c'est clair, donc nous avons le réchauffement climatique, ce 1,5 degré supplémentaire, disons c'est à l'échelle planétaire, c'est un peu plus en France, hein, on est pas loin de 2 degrés, je pense actuellement, et ce réchauffement planétaire, eh bien, il est entièrement dû à nos activités. Donc disons,
il est dû à nos activités et très probablement de façon complète. C'est-à-dire la façon la plus simple de l'expliquer, c'est de l'attribuer entièrement à nos activités. Il y a évidemment une variabilité naturelle du climat, mais ça ne peut jouer que sur l'ordre plutôt du dixième de degré. Voilà, alors nos activités, c'est quoi? C'est les émissions de gaz à effet de serre. Je ne vais pas donner trop de chiffres, mais l'an dernier, on a émis 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Donc, 37 liés donc le premier coupable, oui, je dirais coupable, par moment, c'est son utilisation de combustibles fossiles, 37 milliards de tonnes. On y ajoute 5 à 6 milliards de tonnes pour la déforestation. Voilà, on voit bien que c'est aussi la fabrication du ciment, 2 milliards de tonnes, et puis on ajoute grosso modo 15 milliards de tonnes d'équivalent CO2, entre 12 et 15 pour les autres gaz à effet de serre, dont on connaît l'origine, le méthane, le protoxyde d'azote, avec un lien avec l'agriculture et l'alimentation un peu plus fort que pour, bien sûr, le gaz carbonique. Donc c'est bien documenté. Il y a aussi la pollution qui contrecarre une partie de ce réchauffement, mais globalement, disons, disons, en termes de variabilité climatique, les gaz à effet de serre ont désormais pris le pas sur toutes les autres composantes, soit la variabilité naturelle, soit même un grand volcan, soit la pollution. Donc c'est vraiment les gaz à effet de serre qui sont malheureusement, en tête des causes du réchauffement climatique. Alors plus 1,5 degré, voire plus, malheureusement. Évidemment, on se dit tout de suite que c'est une question de chaleur, mais pas seulement. Il y a bien des conséquences sur le réchauffement climatique, des sécheresses, des hausses des précipitations. Oui, mais ici aussi des conséquences sur l'enneigement, sur les glaciers, sur l'alpinisme aussi. J'étais à Chamonix il y a quelques semaines et disons les chamoniards sont très soucieux de ces parois montagneuses qui deviennent un peu plus friables parce que le gel n'est plus là. Donc il y a effectivement des conséquences dans les régions. Si vous êtes en bord de mer, vous pensez à autre chose, à l'élévation du niveau de la mer, mais dans les territoires, vous avez raison, ce sont je dirais que dans les villes, peut-être la manifestation, les vagues de chaleur sont peut-être les plus difficiles à y faire face, tout simplement parce qu'il y a aussi ces problèmes d'îlots de chaleur. Dans les territoires, les sécheresses, les inondations, aussi dans les villes, ces extrêmes climatiques sont vraiment de plus en plus au rendez-vous et de façon de plus en plus intense. C'est ce que nous prévoyons, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous envisageons depuis une cinquantaine d'années. Le message est très clair, c'est-à-dire que je crois qu'il faut faire malheureusement confiance à notre communauté dans ce qu'elle envisage à l'horizon des prochaines décennies. Merci Jean Jouzel. On peut vous applaudir pour ce petit point. Maintenant qu'on a remis un petit peu, on a fait un petit état des lieux, Fatima Wassak, on va pouvoir enchaîner avec vous. Alors je ne sais pas s'il y a un deuxième. Voilà. Merci. Hop. Voilà. Éric Piolle l'a dit tout à l'heure, vous êtes politologue, essayiste, autrice de nombreux ouvrages. Avec vous, on va resserrer un petit peu notre prisme avec des questions différentes un petit peu. Vous avez déjà évoqué dans votre présentation le domaine de recherche sur lequel vous étiez plus particulièrement active, notamment sur les quartiers difficiles, les personnes qui sont le plus en difficulté socialement, pour dire qu'il ne faut pas les oublier. Et il y a des personnes qui n'oublient pas l'écologie. On se dit l'écologie, on en parle un peu partout. Au départ, c'était les écolos qui faisaient de l'écologie. Et puis finalement, aujourd'hui, tous les partis politiques s'y mettent. Et même ceux qu'on n'attendait pas, l'extrême droite. Oui, tout à fait. Alors c'est une certaine forme d'écologie. C'est pas une bonne nouvelle. C'est Jordan Bardella qui disait que l'écologie, ce sont les frontières. L'écologie, c'est les frontières. Bon, donc effectivement, l'écologie n'est pas immunisée. Elle n'est pas forcément de gauche. Elle n'est pas forcément progressiste. C'est pas forcément émancipateur. Il y a effectivement une écologie d'extrême droite qui existe et qui monte en puissance, ça on le sait. Si vous permettez, je voulais quand même dire un mot à propos déjà, je suis honorée d'être en votre présence. Je balbutie là, après ce que vous venez de présenter. Simplement, je voulais revenir sur le lien entre cette question des injustices
et la nécessaire solidarité. Vous disiez, ce mot n'est pas assez présent, on n'en parle pas suffisamment, etc. Moi, je voulais juste me glisser entre ces deux mots pour dire que ça va être difficile d'observer ces injustices, de les constater, s'en attrister, et de dire, mais finalement, regardez, on est quand même dans le même bateau, parce qu'on va tous et toutes subir les conséquences de ce dérèglement climatique, et donc venez, soyons solidaires et menons des actions. Donc moi je suis d'accord sur ce terme, il faut être en mouvement. Menons des actions pour lutter contre le dérèglement climatique. Ça va être difficile s'il n'y a pas une étape qui consiste à lutter contre les injustices, précisément les injustices, j'insiste là-dessus, raciales et coloniales. Je m'explique sur cette urgence et cette nécessité. Il se trouve que parmi les terres qui sont les plus ravagées, il y a ces terres qui sont habitées par les populations qui sont les plus sous-humanisées, les plus déshumanisées, les plus victimes de racisme. Il y a là une coïncidence quand même. Les terres qu'on doit le plus protéger, ce sont ces terres qui sont habitées par des personnes qui sont dépossédées de leur pouvoir politique, qui sont sous-humanisées, etc. Donc on voit bien que même si on a dans le viseur cette action pour lutter contre le dérèglement climatique, lutter contre les ravages causés à la Terre, et à ces terres-là en particulier, on voit bien que dans le même moment, dans le même temps, il faut lutter aussi contre la déshumanisation, la sous-humanisation des populations qui habitent ces terres. Il faut lutter pour que ces populations aient plus de pouvoir politique. Le pouvoir de dire non, nous refusons tel ou tel ravage, nous refusons telle ou telle autoroute, tel ou tel centre commercial, tel ou tel data center, etc. etc. Donc on voit bien que, oui, nous sommes condamnés, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, nous sommes condamnés à mener ces deux luttes de front, une lutte contre le dérèglement climatique et une lutte antiraciste. Sinon, tout simplement, ça ne marchera pas. Je veux dire, quand on va dans les quartiers populaires et qu'on invite les populations qui y vivent en disant mais venez, rejoignez-nous sur ce front écologiste précisément contre le dérèglement climatique, mais ces populations peuvent nous répondre mais vous me demandez de protéger une terre alors qu'on me répète à longueur de temps et de plus en plus d'ailleurs que cette terre, je n'y suis pas légitime et que mes enfants qui grandissent pourtant n'y sont pas légitimes. Donc voilà, donc charge aux responsables politiques aussi, aux parents que nous sommes aussi, à la société civile, de répéter à ces gens-là, à ces enfants-là, cette terre, c'est la vôtre, vous y êtes légitimes aussi, et on va se battre pour une égale dignité humaine. Voilà, donc c'est pas une option, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté en disant non mais concentrons-nous quand même sur la solidarité et sur l'action contre le dérèglement climatique. Non, non, il va falloir passer quand même par cette étape de lutte antiraciste et anticolonialiste. Alors oui, tout à l'heure je disais quand même les observations qui ont été faites de cette lutte contre le dérèglement climatique à l'heure de Trump, c'est-à-dire à l'heure où on nous met en situation d'impuissance politique, où on nous explique que c'est trop tard, qu'on ne peut pas faire grand-chose, que les changements structurels qui sont pourtant nécessaires étant donné l'urgence climatique, et notamment des changements structurels pour plus de justice, on sait que, je l'ai dit à l'instant, c'est lié, on nous explique que ces changements structurels n'auront pas lieu. Il y a dans le même temps une alliance de plus en plus forte entre les fascismes et le néolibéralisme, et on sait bien que fascisme et néolibéralisme vont causer encore plus de ravages. Alors face à ça, donc avec ces observations, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi il y a une phrase de Fanon que j'aime bien, que je cite de plus en plus, Frantz Fanon, donc penseur décolonial, résistant aussi, qui a participé à la lutte de libération, lutte révolutionnaire algérienne. Et alors Frantz Fanon écrivait dans Les damnés de la Terre, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc voilà, moi j'aime bien ces envolées lyriques qui parlent de mission, où nous avons notre part à jouer. Et face à ça, j'ai l'impression que cette mission peut consister, alors soit, et c'est tout à fait honorable, hein, à dire, mais alors c'est tellement dur aujourd'hui que la stratégie que l'on peut choisir doit être une stratégie de repli. Il faut arrondir les angles,
il faut mettre de l'eau dans notre coca, dans notre vin. Voilà. Mais en tout cas, il faut tamiser, il faut tempérer. Ça, c'est une stratégie possible de dire, mais vraiment, ça va trop vite. Il faut ralentir le train qui pourrait sinon tous nous précipiter dans les abîmes. Donc vraiment, ralentissons. Ça, c'est une stratégie possible, une stratégie de repli. Et puis, il y a une autre stratégie possible, c'est au contraire d'accélérer. C'est de radicaliser, c'est de cliver, c'est de foncer, en fait. Voilà. Bon, moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut accélérer, radicaliser, voilà, et prendre à bras-le-corps le combat, notamment le combat antifasciste, et antiraciste, et féministe, et des combats d'émancipation. Voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment passer la deuxième. C'est maintenant ou jamais, en fait. Qu'effectivement, on est à une sorte de tournant. Et André Gortz disait c'est soit la civilisation, soit la barbarie. Et je pense effectivement qu'il y a de ça en ce moment. Alors là, on parle au niveau local. Et on pourrait dire, mais tes grandes envolées lyriques, bon, c'est très abstrait tout ça, c'est plutôt au niveau global, etc. Et moi, je pense l'exact contraire. Moi, je pense que c'est au niveau des villes, en fait, qu'on peut lutter réellement contre le fascisme. Voilà. Pourtant, alors au niveau des villes, on parle souvent des petites choses, hein, la nourriture, la circulation, les mobilités, ça paraît très technique et justement pas idéologique. Et moi, je pense que ces petites choses, c'est le front en fait de résistance contre le fascisme. Et on pourrait faire de nos villes, on pourrait faire des maquis, des laboratoires expérimentaux dans la lutte contre le fascisme qui vient, précisément dans la lutte contre l'extrême droite, précisément dans la lutte contre le Rassemblement national, puisqu'il faut nommer ce parti qui est aux portes du pouvoir. Moi je pense que vraiment les villes, il y a quelque chose là à jouer et à assumer, à dire vraiment, voilà, on ne se contente pas de petites choses comme ça, et on en appelle. Et pour les gens qui prennent des responsabilités, on en appelle à une vision politique globale, à ces grandes envolées lyriques, voilà, y compris au niveau local. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là à faire. Alors, j'ai pris quelques petites notes pour pas rester trop dans les nuées, et si j'ai encore quelques... Rapidement, comme ça, on va pouvoir enchaîner pour pouvoir faire passer faire tourner la parole. Bon. Mais sinon, on peut continuer, on peut poser des questions et continuer. Si vous avez un petit mot encore, vous pouvez y aller. Et je préfère le garder pour tout à l'heure. Eh bien, alors, on le garde pour tout à l'heure. Merci. Sur ces premières prises de parole, Éric Piolle, vous aviez souhaité intervenir sur la question qu'on ne voit pas comme ça dans le titre, mais qui est la question de la santé et qui est évidemment primordiale, parce que quand on a la santé, c'est l'essentiel, c'est bien ce qu'on se dit. Oui, disons que c'est un des fils qui permet d'avancer dans cette métamorphose ou cette transition. J'aime bien le terme de métamorphose aussi, mais le terme de transition. Et il marche pas mal parce qu'il y a ce mouvement qui a été fondé par Hopkins et qui finalement crée des dynamiques internationales. Et ça, je pense que c'est important pour nous quand nous pensons la conduite des affaires publiques et comment cette conduite des affaires publiques peut nous amener dans la direction de la société que nous voulons voir. Nous cherchons à la fois les ruptures que nous pouvons poser et nous cherchons ce qui peut lier, en fait, qui peut mettre en mouvement et fédérer tout le monde, tout en ayant un objectif de réduction des inégalités. Et donc la santé, pour ça marche très bien. La définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de complet bien-être mental et physique, donc c'est bien plus que l'absence de maladie ou l'absence d'infirmité. Et à travers cela, en fait, on peut lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, qui sont factuellement, évidemment, scandaleuses, parce que là, c'est notre rapport au temps, et comment nous pouvons utiliser notre temps sur Terre. Voilà. Donc, il y a un petit rapport au mystère humain. Nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes là, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, et nous ne savons pas où nous allons. Donc ça fait beaucoup, mais là, c'est à l'échelle humaine. Et donc, cette question-là,
en fait, permet à la fois de dire, bon, ben voilà, les Hauts-de-France, par exemple, le Nord-Pas-de-Calais, c'est 4 ans d'espérance de vie de moins que la moyenne des Français. Ça permet de dire, tiens, les évolutions, les lois sur le travail, les lois Hartz en Allemagne, ben, ça a eu une baisse de l'espérance de vie, pas l'espérance de vie en bonne santé, mais une baisse de l'espérance de vie pour les deux derniers déciles de la population allemande. Donc les 20% les moins aisés des Allemands ont vu leur espérance de vie baisser. Ça permet de dire que les inégalités sociales et territoriales à l'échelle d'une ville, elles sont criantes. Et donc 14% de pauvreté en France, un petit peu plus, ça monte. Voilà, la baisse du chômage n'a pas permis de sortir de la pauvreté, loin s'en faut, un nouveau rapport venait le montrer, que dans les villes, c'est là qu'il y a le plus de pauvreté, puisque évidemment c'est aussi un havre à la fois d'anonymat, de solidarité, de services publics, et donc c'est plus de 20% de pauvreté dans les grandes villes, que si on descend à l'échelle des enfants, c'est plus d'un enfant sur 3 à Grenoble. Ville pourtant riche, qui va bien, pionnière, économie, machin, bon, toutes nos forces. Mais malgré ça, c'est quand même un enfant sur 3 qui naît dans une famille sous le seuil de pauvreté. Et donc en travaillant les questions de santé, on a à la fois quelque chose qui intéresse tout le monde, quelle que soit la situation économique ou culturelle, et un vecteur de réduction de l'inégalité sociale et territoriale. Et puis il y a une deuxième dimension qui est pour moi très forte dans pourquoi on a choisi la santé comme l'espace public, hein, qui aussi appartient à tout le monde, dans lequel il se passe plein de choses et donc dans lequel on peut retrouver des conflits d'usage ou une société du commun, c'est que ça permet de territorialiser le débat, de nous ramener à notre condition de mammifère. Nous sommes dans un territoire, et donc ça permet un peu de s'affranchir de cette difficulté incroyable dans la lutte contre le changement climatique, qui est que le climat des prochaines années, ou l'évolution des niveaux de l'eau, en fait, est déjà connu parce que c'est sur les émissions de gaz à effet de serre que nous avons déjà faites. Donc celles que nous sommes en train de faire sont en train d'impacter le climat dans 20 ans, 30 ans. Donc il y a un décalage dans le temps. Et puis il y a un décalage, surtout une absence de prise dans l'espace, puisque quand bien même nous dirions, nous arrivons, nous, à la neutralité carbone, si les autres ne le font pas, on prend quand même les effets du dérèglement climatique. Donc on se dit finalement, à quoi bon? Et donc ça peut engendrer d'autres phénomènes qui viennent nourrir les prédations. Et en ce moment, on est vraiment dans des logiques de prédation qui sont poussées à l'extrême. Avec la santé, avec la pollution de l'eau, de l'air, des sols, là, on a un bénéfice direct. Voilà. Quand on améliore les choses, non seulement c'est bon pour le climat, non seulement donc c'est bon pour notre rapport global à l'humanité, mais c'est bon pour nous ici et maintenant. Si nous atteignons le niveau de pollution de l'air recommandé par l'Organisation mondiale de la santé en 2030, c'est pour les habitants du bassin grenoblois, les 700 000 habitants du bassin grenoblois, 3 mois et demi d'espérance de vie. Et les chercheurs ont calculé que c'est d'ici 2045, 8,5 milliards d'euros d'économie. Donc on se retrouve à un point qui est radical dans le terme où c'est à la racine, et qui nous permet de tirer des fils de façon transversale dans toutes les politiques. Quand on parle de santé, on va parler de sport et santé. On peut parler d'alimentation, évidemment, et santé. En ce moment, avec la sécurité sociale de l'alimentation, on est au cœur de sujet. On va parler d'urbanisme et de santé. Et nous avons une charte d'urbanisme favorable à la santé, où nous travaillons à l'échelle de quartiers, notamment à Flaubert, qui est un peu notre quartier phare, pionnier, pilote en la matière. Nous regardons des questions de santé et les questions d'urbanisme et d'aménagement urbain, pas que les questions de pollution de l'air, mais qui nous amènent à faire des constructions en paille et bois dans une école de la Villeneuve, ou des constructions en terre et bois à Flaubert. Donc ça nous permet en fait de tirer des fils comme ça extrêmement forts. Ça nous permet de tirer des fils de prévention de santé mentale, qui est un sujet majeur, qui pour moi a été mon plus gros choc. On vous demande toujours quand vous devenez maire, alors c'est quoi la surprise? Bon,
moi j'ai dit 2014, c'était la santé mentale de la population, voilà, que j'ai pris en pleine face parce que je n'avais pas cette perception. Je voyais dans mon milieu des burn-out, de temps en temps, des gens qui avaient travaillé trop, qui avaient des conflits internes très forts, mais en devenant maire et en tout d'un coup appartenant, si je puis dire, à l'ensemble de la population et donc en rencontrant l'ensemble des habitants, j'ai pris conscience de cet état de fragilité mentale extrêmement fort, qui ne s'est pas amélioré depuis, pas amélioré avec le Covid, pas amélioré avec tout ce que derrière vous avez pu lire, notamment sur la santé mentale des jeunes, qui est évidemment un de nos soucis premiers. Donc à travers cette question de la santé, il y a toute cette politique transversale et à la fois des éléments très concrets qui vont de centres de santé dans les quartiers populaires avec nos projets avec l'AGEXA, l'association des centres de santé à Grenoble, où là on retrouve 18 000 habitants de quartiers populaires qui sont soignés par ces médecins qui font un travail militant remarquable. Et ça marche aussi pour quand on fait on oblige, je sais pas comment, oui, on oblige, puisqu'on conditionne nos subventions aux clubs sportifs à des formations aux violences sexistes et sexuelles pour l'ensemble des clubs. Tout ça contribue d'une même politique et d'un même fil rouge qui parle à tout le monde et qui pourtant réduit les inégalités sociales et territoriales de santé. Alors Georges Jouzel, on vient de le voir avec Fatima Ouassak et Éric Piolle à quel point la ville est un échelon pertinent pour essayer de lutter contre les crises socio-environnementales. Pourtant, les villes, globalement, ne sont pas adaptées au réchauffement climatique quand on voit tous ces bâtiments importants. Oui, merci. D'abord, permettez-moi de réagir, mais c'est lié par rapport à ce qu'ont dit Fatima et Eric. Oui, le problème d'injustice climatique est au cœur aussi de mes préoccupations. Je me suis beaucoup intéressé. D'ailleurs, vous avez rédigé un rapport avec le Conseil économique et social, c'était il y a plus de 10 ans. Voilà. Et justement, en France, une des injustices climatiques, c'est justement la difficulté des populations les plus modestes à faire face au réchauffement climatique, parce que, soyons clairs, disons, quand il y a des vagues de chaleur, il y a ceux qui peuvent quitter la ville. C'est mon cas, quand je suis à Paris, c'est invivable, mais je suis en Bretagne, il y a ceux qui ne peuvent pas, c'est très clair. Donc il y a vraiment une injustice très importante. Bon, une injustice, j'aime aussi réagir, c'est un peu, donc, on sort un livre cette semaine, voilà, et un des chapitres, c'est comment ce livre? Les orphelins de la planète, avec Alain Grandjean et Claude Henry, qui malheureusement est disparu au cours des dernières semaines. Mais donc, justement, dans ce livre, on aborde un des chapitres, c'est la seconde époque coloniale. Donc c'est justement ce qu'on essaye de dire, c'est-à-dire cette injustice très forte des pays, de certaines régions, vous l'avez évoqué, qui sont vraiment au cœur de ces difficultés. J'évoquerai d'ailleurs ces problèmes demain matin sur France Inter. Je veux dire, donc, voilà, donc, et Eric, oui, quand même, c'est vrai, la santé, mais la santé, le réchauffement climatique va jouer sur la santé. On a justement une journée scientifique sur climat et santé en fin d'année, y compris la santé mentale et l'éco-anxiété. Donc, bien sûr, sur les maladies vectorielles, sur les difficultés à faire face aux vagues de chaleur, mais voilà, donc tout ça est lié. Ce que je veux dire, la transition de la ville, ce n'est pas que le climat, ce n'est même pas que la biodiversité. J'aime bien la conclusion du GIEC, c'est que le réchauffement climatique, c'est une menace pour notre humanité, pour la santé de notre planète, la nature qui nous entoure, mais c'est aussi une menace pour l'organisation de nos sociétés. Et ça, je suis vraiment, c'est ça que... bon, je partage aussi ce problème de clivage politique, très clairement évoqué. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, pourquoi si les villes, c'est très important qu'elles s'adaptent au réchauffement climatique, c'est pas si facile. Voilà, je me suis intéressé pas mal à ce qui se passe à Paris, par exemple, mais c'est bon, disons que je pense que il y a des choses à faire dans les villes qui commencent à être faites, j'imagine aussi à Grenoble, parce que c'est pas facile Grenoble l'été, donc ça j'ai quelques souvenirs quand même, si vous n'êtes pas les plus placés dans cette cuvette. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et en tout cas c'est de prendre le problème au sérieux, mais quand même, bon, le
rappelle quelques chiffres. Les grandes villes, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre, 70% de l'énergie. Il y a beaucoup à faire. C'est vous qui avez la main, vous, les collectivités, les villes, ou les collectivités au sens large, sur bâtiments, urbanisme, mobilité, les circuits alimentaires aussi. Donc tout cela, c'est quand même au cœur d'une stratégie d'adaptation des villes par rapport au réchauffement climatique. Mais il ne faut pas le prendre qu'à travers le réchauffement climatique. C'est vraiment une vision globale de l'aménagement d'une ville, et je suis d'accord, de son aménagement sociétal. Comment fait-on pour diminuer les inégalités? Parce que le premier risque du réchauffement climatique, c'est justement l'accroissement des inégalités entre pays, entre générations, entre populations de la même ville. Et c'est cela qu'il faut vraiment éviter et regarder cela dans pas simplement, disons ponctuellement, les îlots de chaleur, mais c'est l'ensemble, avoir une vision globale de cette transition dont on parle aujourd'hui. Il faut vraiment soutenir les quartiers, parce que les quartiers, parfois, pour eux, la question aujourd'hui, c'est pas la fin du... Enfin, cette expression un peu éculée, mais c'est pas la fin du monde, c'est la fin du mois qui est important. Alors moi, je crois que c'est les deux, mon capitaine. Je pense pas qu'on a besoin d'opposer fin du monde et fin du mois pour ces populations-là. En considérant que dans les quartiers populaires, voilà, l'essentiel c'est de manger, de lutter contre la précarité, le chômage, etc. Comme si des enjeux de liberté, de contemplation, comme si ça c'était pas important. Mais on meurt de pas être libre. On meurt de pas pouvoir contempler la beauté du monde, de pas pouvoir contempler le soleil se coucher. Et c'est le cas dans les quartiers populaires, souvent ce sont les endroits les plus emmurés, où on ne voit souvent le soleil qu'entre 11h et 15h, donc en été, au moment où il est le soleil le plus agressif. On meurt de ça. Alors évidemment, c'est pas le chômage, c'est pas la précarité, etc. Mais c'est pas moins important. Ça fait partie en fait des aspirations humaines. Donc non, dans les quartiers populaires, il faut le dire, je pense qu'on est beaucoup à s'inquiéter du fait que, par exemple, nos garçons, nos adolescents ne peuvent pas circuler librement à l'endroit où ils sont nés. Ça, c'est une vraie angoisse en fait. Alors, évidemment, il faut y vivre pour le savoir précisément. Il faut avoir des enfants non blancs, des enfants musulmans, des garçons en particulier, des adolescents, pour comprendre ce que c'est en fait de ne pas pouvoir faire deux pas tranquillement sans être arrêté par un dispositif sécuritaire, la police armée, qui demande des papiers comme si on était à une douane et comme si c'était normal de demander à des enfants qui sont nés là des passeports, des papiers d'identité, encore une fois comme si on était à un checkpoint. Bon, ben, ça c'est une vraie inquiétude, c'est une vraie angoisse quand on demande aux gens pourquoi ils veulent quitter le quartier, parce que beaucoup de gens quand même qui veulent quitter leur quartier malgré le rapport affectif qu'ils peuvent avoir, voilà, encore une fois, à l'endroit où ils ont grandi. Ben, ça, c'est une des inquiétudes, une des angoisses. Nos enfants ne sont pas tranquilles ici, ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas bouger. Bon, ensuite, il y a la question de l'école, et la question de santé, les questions précisément d'asthme, par exemple. C'est un vrai problème, là, voilà, comment bien respirer à ces endroits-là. Mais non, moi je pense qu'il ne faut pas du tout opposer les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas des questions pratico-pratiques, locales, et puis des aspirations globales et philosophiques et idéologiques quand on a le temps pour les gens qui ont le temps. Non, je pense qu'il faut avoir cette exigence, cette ambition, parler de liberté fondamentale, parler d'égale dignité humaine, y compris là, et en particulier là, dans les classes populaires et dans les quartiers populaires. Et il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Par exemple, pour améliorer la libre circulation, moi dans ma ville, à Bagnolet, où je milite un petit peu, on fait des chasses au trésor, par exemple, avec les gamins. Et très précisément, par exemple, on demande aux autorités publiques de bloquer l'accès aux routes pour les voitures. Et donc c'est la police qui s'en charge, donc c'est rigolo. La police qui arrête les voitures pour laisser passer des gamins de quartier. Bon, c'est pas la fonction première d'habitude de la police dans les quartiers populaires. Là c'est bien, c'est utile. Et puis voilà, et du coup ça leur permet de mieux circuler en sécurité. Ça permet aussi à leurs parents, à nous en fait, de bien comprendre l'enjeu des villes sans voiture. Et puis cet enjeu de lutter contre les pollutions atmosphériques, etc. Enfin, il y a quelque chose là de très joyeux
Et quand on propose ce type de projet, et aux enfants et à leurs parents, on parle de liberté de circulation, on parle de liberté fondamentale, on parle de joie dans la rue, vous voyez, on n'est pas obligé de dégrader en fait le propos et les exigences sous prétexte qu'il s'agit de classes populaires, encore une fois. J'insiste là-dessus. Dans les classes populaires, on a cette... voilà, on veut du beau aussi pour nos enfants. Et ça peut fonctionner. Éric Piolle, ces messages, pour certains, parfois, ils sont difficiles à entendre. Comment vous arrivez, vous, à les faire passer? Parce qu'on s'aperçoit bien en discutant que finalement, c'est tellement transversal, il y a tellement de choses à faire. Ça va, vous avez toujours du courage? Ça va parce que ça n'enlève pas la frustration, évidemment, de ne pas faire tout ce qu'on aimerait faire pour des contingences qui peuvent être financières d'abord, administratives ou politiques. Trouver les moyens de créer des alliances sur des intentions qui sont communes pour avancer. Mais moi je suis fondamentalement, je pense qu'en fait à la racine de notre problème, il y a la prédation. Voilà. Et donc je regarde, quand je dis nos trois adversaires, c'est le consumérisme, donc comment on nourrit nos pulsions de désir, de biens, voilà. Et puis on toujours plus de machins, de trucs, et puis il faut avoir ci, avoir ça, et puis ceux du dessus vont passer à autre chose, et puis il faudra courir derrière, donc cette pulsion consumériste. Le deuxième adversaire, c'est l'ordre social, le maintien de l'ordre social. Et évidemment, quand on se dit que, tiens, il faut passer en France de 10 tonnes à 2 tonnes, on se doute bien que ceux qui vont devoir modifier leur mode de vie, c'est pas les 50% les plus vulnérables de la population qui sont déjà à 5 tonnes et moins. On se dit que les 10% qui sont à 18 et plus, pour eux, ça va être plus compliqué. Mes racines d'éducation chrétienne, de temps en temps, j'ai envie de dire, vous me rappelez la parabole, il sera plus facile à un chameau de passer par le fil de l'église qu'un riche de rentrer au royaume des cieux. Ça de côté, puisque évidemment je fais de la politique, donc je suis laïque, et puis je ne suis pas croyant, mais il n'empêche qu'on retrouve dans cette lutte contre la prédation, on retrouve la domination des hommes sur les femmes, et on retrouve évidemment la domination spatiale sur la planète, la prédation sur les ressources, la prédation parfois sur les corps, évidemment, on en parlait ce matin, et on retrouve les questions de néocolonialisme interne à nos pays, et donc les questions de racisme. Et donc c'est une même lutte. La montée de l'extrême droite, c'est aussi le fait que, face au néolibéralisme et à la peur du déclassement, il faut s'assurer pour ceux qui ont peur du déclassement, qui au moins dans ce déclassement, ils continueront de dominer les femmes, les noirs et les arabes. Voilà. Donc, quand nous agissons dans ces luttes contre les discriminations, pour ma part, j'ai l'impression de faire partie de cette même lutte contre la prédation en général. Et c'est pour ça que des questions comme la condition animale sont aussi des vecteurs très puissants de transformation, parce qu'à travers la condition animale, on vient dire, en fait, voilà, là, on est en train de tuer un animal, mais c'est un être vivant. Alors on a dit, ça m'amuse, moi qui adore l'histoire, de voir l'évolution de comment on a caractérisé les humains. Bon, plus ça va, plus on se dit que on n'a pas grand-chose de différent du reste de la condition animale, quand même. En termes de sensoriel, en termes de... Même on disait, tiens, nous avons la mémoire, on voit des éléphants qui retournent sur les lieux de leurs ancêtres passés qui sont morts. En fait, nous avons un comportement de prédateur en général. Et venir travailler sur ce comportement de prédateur nécessite, c'est pour ça que j'aime bien parler de métamorphose, nécessite un changement effectivement extrêmement puissant par rapport à ce qu'a été la société, on va dire, industrielle dans son ensemble, la société moderne depuis le milieu du 19e. Donc ça fait partie d'une même lutte. Voilà.
à la place à laquelle je suis, une fois que j'ai fait ce constat, ben nous lançons des politiques pour s'attaquer. On s'attaque au consumérisme en disant tiens, on sort de la pub. On s'attaque à la condition animale en disant que on va faire tout végétarien sur le protocole de la ville, et puis que maintenant notre standard c'est le repas végétarien à la cantine. Il faut demander pour avoir, c'est plus vous demandez une alternative végétarienne, c'était ton combat à Bagnolet. La base c'est le menu végétarien, et vous pouvez demander au quai d'avoir du poisson ou de la viande, mais c'est pas le menu standard. La base, c'est le déplacement à vélo ou le déplacement à pied en premier lieu. Et vous pouvez évidemment continuer à vous déplacer en voiture, mais c'est pas le principe de base. Voilà. La base sur l'autoroute qui arrive de Grenoble, nous avons eu la première voie de covoiturage. Je suis content parce qu'au bout de 2018, l'accord avec Elisabeth Borne, 7 ans plus tard, on commence à avoir les premières verbalisations. C'est une voie de covoiturage pour dire que dans une voiture, en fait, on ne se promène pas tout seul. Dans un char de 2 tonnes, on ne met pas 60 kilos de barbac humaine. Voilà. On doit pouvoir faire mieux. Oui, on est à 1,04 hein, sur les 100 000 voitures qui rentrent à Cluse de Vorep, 1,04 passagers par voiture. Voilà, on peut essayer de réduire le nombre, de faire plein de trucs, mais si déjà on est 2 ou 3 par voiture, on aura réglé une grande partie du problème. Et donc il y a tout pour moi c'est une même lutte, et il faut trouver évidemment la cohérence sur la transition énergétique. On a réduit de 40% les consommations d'énergie de la ville, et de 70% les gaz à effet de serre, puisque nous avons aussi décarboné nos sources d'énergie. Nous avons maintenant plus de 50% de repas végétariens, 95% de bio et végétariens de bio dans les crèches. Donc nous faisons toutes ces politiques de planter des arbres, évidemment, et lutter contre les îlots de chaleur, multiplier les logements sociaux. On vient de passer les 25% cette année. Mais tout cela fait partie d'une même vision de lutte contre la prédation, donc sortie du consumérisme, lutte contre le maintien de l'ordre social, et cette lutte contre l'ignorance et l'obscurantisme qui sont des vecteurs utiles. Donc, nous avons des alliés objectifs, et même dans le domaine de la santé, typiquement, nous avons été la première collectivité en France à salarier des travailleurs pairs, c'est-à-dire d'aller chercher des habitants du quartier qui vivent des enjeux d'accès aux soins et de prévention, et de les former, et c'est eux qui, maintenant avec une casquette de salariés de la ville, font ce travail de prévention santé et d'accès aux soins, plutôt que d'avoir effectivement de venir porter la parole depuis l'extérieur. Je pense que ces questions-là sont essentielles. Jean Jouzel, puisqu'on parle de prédateurs, alors évidemment c'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais pas l'éléphant sympa que vous avez évoqué tout à l'heure, qui sait tout seul aller se mettre dans un coin quand ça va moins bien. Donc l'éléphant dans la pièce, c'est Donald Trump. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à lutter? Vous, les actions qu'il a commencé à mener, on voit déjà les conséquences? Oui, effectivement, tout simplement, le premier mot de notre livre, c'est prédateur. Alors Donald Trump, oui, nous sommes au creux de la vague, disons nous sommes ici, je pense toutes les personnes qui sont dans cette salle se sentent concernées par, disons, cette transition au sens large, à la fois climatique, la biodiversité, tous les problèmes d'environnement, les problèmes sociétaux, mais disons, on fait face à des vents contraires. Alors, sur le climat, il y a ce climato-scepticisme qui ne repose sur rien, simplement sur l'idée qu'il ne faut pas changer les choses. C'est clair, il n'y a aucune réflexion par rapport au phénomène lui-même. Mais je suis encore, en termes généraux, je suis évidemment très concerné par la politique de Donald Trump, mais je suis aussi extrêmement, vraiment, la vraie question, c'est la négation de la science, pas simplement dans notre domaine. Il y a le goût pour notre domaine, mais le goût surtout pour tous les domaines. Et ça, c'est extrêmement difficile. Voilà, donc c'est quelque chose. Mais voilà, donc Donald Trump, oui, voilà, on commence à avoir des effets. Mais même chez nous, je dirais, il y a quand même un recul dans les ambitions de l'Europe, par exemple. Soyons clairs, ne soyons pas naïfs. Disons, le Green Deal est en train de reculer. Alors, c'est pas qu'à cause de Donald Trump, mais on voit bien que cet esprit, l'ambition qui était là est en train de s'effriter. Elle s'effrite aussi un petit peu dans notre pays, soyons clairs. Donc c'est ça aussi, il ne faut pas... Oui, c'est un peu la conséquence de ça.
Hein, disons, voilà, donc il n'y a pas cet enthousiasme au niveau, disons, voilà, ce regard vers la neutralité climatique, par exemple, au niveau planétaire. Donc, mais malgré tout ça, ce que j'aimerais donner, c'est quand même, alors, je ne suis pas naïf, hein, la situation est difficile, mais c'est un message d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et il y a beaucoup de choses à faire en termes d'organisation de la société, en termes de recherche, d'innovation. Donc voilà, il n'y a peut-être pas beaucoup de jeunes ici, mais il y en a quand même. Disons, prenez cette transition à bras-le-corps. C'est le message que je souhaiterais donner. Voilà, dans tous les domaines, il y a tellement de choses à faire. Voilà, même si Trump est là, on est au creux de la vague, mais il faut continuer à témoigner, à redire les choses et voilà, essayer d'aller de l'avant. Voilà, j'espère que ça sera bientôt mauvais souvenir, je ne le cache pas. Merci beaucoup. Et voilà, vous pouvez garder le micro parce que je crois que vous allez bientôt devoir nous quitter. Donc, avant, je voulais que vous disiez peut-être un petit mot sur cette exposition qui est justement ouverte à tous, qui est dans le hall de Météo et Climat. Donc il s'agit de la tournée du climat et de la biodiversité. Alors oui, nous avons commencé, donc nous, alors même, enfin, disons des trois Toulousains, voilà, donc Serge est là, Serge Planton est là. Voilà, on commençait. Ils voulaient faire quelque chose en province, disons au moment de la COP, en 2015, la COP de Paris. Tout se passait à Paris, ils se sont dit on va faire quelque chose en province et ils ont mis sur pied ce train. C'était au départ le train du climat. Il y a eu une première tournée et puis disons le train du climat. Puis on est reparti avec une vision plus large. On parlait de biodiversité aussi au début, mais voilà, donc plus orienté environnement au sens large, donc climat, biodiversité, mais aussi solutions. Et l'idée, je crois que voilà, il y a une exposition, mais la force de cette démarche, c'est que les scientifiques sont là, avec, disons, voilà, vous allez, si vous prenez le temps de discuter avec des scientifiques qui sont impliqués dans les travaux de recherche ou qui l'ont été. Donc voilà, donc ce sont les messagers. Moi, je les remercie. Ils sont là, ils pourraient se lever, les messagers. Il y a quelques messagers. Les applaudir, les messagers, est-ce qu'il y en a dans la salle? Merci, donc, merci beaucoup. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, c'est vraiment notre communauté scientifique. Alors voilà, je dirais au sens large, intéressée, a envie d'aller vers le public, et c'est une façon de le faire. Et voilà, j'espère que. Merci de l'accueil que vous nous faites à Grenoble, Eric. Voilà, les gens, je pense, prendront un peu de temps pour apprendre un peu plus, échanger avec notre communauté sur tous ces aspects. Merci beaucoup. Merci. Et puis on a besoin des scientifiques, c'est grâce à des personnes comme Jean Jouzel qu'on peut aujourd'hui être alertés, être en alerte, j'allais dire, sur ce qui va se passer et essayer de lutter au mieux contre ça. Oui, ben ça rejoint un autre de nos combats, peut-être politiques, c'est que dans ce que nous avons essayé de faire à Grenoble, ce que nous essayons de porter à Grenoble, il y a le fait que le rôle de l'écologie politique, pour moi, est de se décaler de ces messages d'alerte. C'est-à-dire que, historiquement, l'écologie vient de mouvements autogestionnaires, féministes et qui s'appuient sur la science. Donc ça a été des lanceurs d'alerte et des contre-pouvoirs. Maintenant, notre lecture, en tout cas ma lecture politique, c'est de se dire que l'alerte, elle est portée par les 6 rapports du GIEC, elle est portée par des activistes qui viennent dire ICOP, là le projet de Total, c'est du grand n'importe quoi, que la compensation carbone d'entreprises comme Total, c'est de chasser les paysans dans certains pays d'Afrique qui vivaient sur leurs terres mais sans cadastre et qui sont chassés pour planter des arbres, pour compter ces arbres dans la compensation carbone de Total. Je dis ça parce que tout ça c'était avant Trump. Moi j'ai toujours une petite difficulté qui est de dire maintenant on est dans la merde parce que y a Trump, ou on est dans la merde parce que une autre raison. En fait, on était déjà dans cette situation-là avant. Et il ne faudrait pas que ces événements, qui sont évidemment importants à l'échelle planétaire, qui sont dangereux, qui peuvent nous conduire à la guerre, on le sait tous, mais nous servent de paravent pour nous dire voilà, finalement, on aurait bien aimé, mais là, on ne peut plus parce qu'il y a Trump. Voilà. Nous pouvons toujours. Et nous pouvions avant, et pourtant nous ne l'avons pas fait. Et donc ça nous appelle à cette culture de changements suffisamment radicaux.
parce que, de fait, on ne peut pas passer de la société ultra-consumériste et ultra-prédatrice dans laquelle nous sommes à une société de coopération, de bien-être, de sécurité et d'émancipation, en adaptant le premier système. Ce premier système ne peut pas s'adapter. Ces fondamentaux sont inscrits dans la prédation sur le vivant, la prédation géographique et la prédation sur les femmes. Donc ça ne colle pas. Donc il faut trouver les ressorts qui nous permettent de passer de l'un à l'autre. En se disant que ça n'est pas immuable, puisque nous n'avons pas toujours été dans cette situation-là. Hein. L'ère de l'automobile, c'est quelques décennies. L'ère de l'avion, c'est stupéfiant. L'avion, les premiers charters, c'est de 97. Il y avait à l'époque, à la fin des années 90, 1,5 milliard de passagers. Là, on a passé les 5 milliards de passagers. Donc nous sommes en train aujourd'hui, et c'est pas à cause de Trump, d'exploser notre bilan carbone dans l'avion, et avec des gens qui nous disent oui, mais on va faire des progrès sur les moteurs, donc c'est pas grave. Les voitures, en France, 20 millions de voitures en 1980, on a passé les 40 millions. Ça, c'est pas Trump. On a doublé le nombre de voitures en 40 ans. Elles ont pris 350 kilos. De plus, nous, on n'a pas grossi de 350 kilos, ni même en proportion, on n'a pas grossi de 30% comme l'ont fait les voitures. Donc tout cela, c'est dans nos mains. Et donc il faut trouver les fils pour avancer là-dessus. Et donc ces fils, c'est pour nous les questions de logement, les questions de déplacement et d'espace public, les questions d'alimentation, les questions de santé, les questions d'éducation, sport et culture, tous ces vecteurs d'émancipation, et évidemment les questions énergétiques pour avoir de la cohérence dans tout ça. Et donc ça nous fait une politique publique locale très claire, mais qui va chercher aussi, hein, nous travaillons sur le Donuts. Le donut, c'est se dire qu'il y a un plancher sur le donut, vous voyez ce que c'est, hein, c'est un gâteau avec un trou au milieu, donc il y a 2 frontières. Donc c'est de se dire que c'est une scientifique économiste anglaise, Kate Raworth, qui a lancé ça, avec un mouvement maintenant très large. Il y a un plancher social et il y a un plafond environnemental. Bon, nous disons qu'il y a un plancher social, effectivement, mais que le plafond environnemental, il marche avec un plafond social aussi. C'est qu'aujourd'hui, vous avez vu le rapport qui est sorti là il y a quelques jours, hein, les 10% les plus riches de la planète sont responsables à eux seuls de, je ne sais plus combien, 80-90% c'est ça, ouais. Et de l'accroissement, c'était des chiffres absolument délirants. Donc on dit qu'il y a un plancher social. Et donc quand on dit qu'il y a un plafond social, je veux dire aussi. Et donc ce plafond social, ça nécessite de se dire, c'est le débat que j'ai pu avoir avec le patron du MEDEF, l'ancien patron du MEDEF, Roux de Bézieux, quand il disait, bah oui, effectivement, on veut réorienter, réduire les écarts de patrimoine, notamment, hein, qui sont les plus flagrants. Ces écarts de patrimoine, on veut les réorienter non seulement parce que nous luttons contre les inégalités sociales, mais aussi parce que ce patrimoine génère, continue de générer un système de prédation et d'émission de gaz à effet de serre. Donc voilà, notre message, c'est de dire ne nous cachons pas derrière, et effectivement, à l'échelle de la ville, nous pouvons agir parce que nous nous voyons, nous regardons dans les yeux. Donc cette fraternité ou cette sororité, nous pouvons la construire facilement là. Nous pouvons avoir cet élan de curiosité et nous pouvons, à travers des petits fils, montrer de la cohérence dans l'action. Évidemment, ça ne résout pas tout, mais ça fait ce que Damasio appelle des petits points de rouille dans le système, ou des petits points d'oasis, si on veut le dire plus posément, mais qui sont des points de base pour montrer qu'on peut faire autrement et se dire que du coup, on peut aussi passer à l'échelle de dessus. Voilà, attention, voilà. Merci encore, Jean-Joseph. Fatima Ouassat, vous vouliez réagir à propos de cet échange de la prédation et parce que, alors, moi je partage cette idée que l'écologie c'est un projet politique qui demande une volonté politique, qui demande une vision politique, de dessiner des horizons. Et il y a plein de verbes comme ça qu'on a mobilisés, des verbes d'action, de mise en mouvement, de dynamique, etc. Moi, je partage cette définition de l'écologie. L'écologie, elle ne tombe pas du ciel. Voilà.
elle s'ancre en fait dans un projet politique. Alors, on a parlé d'un éléphant dans la pièce, Trump, voilà, et on l'a évoqué, et on a dit à quel point, effectivement, il pouvait produire chez nous des effets de sidération et d'impuissance politique. Mais il y a un deuxième éléphant dans la pièce, il faut le dire, c'est le génocide actuellement à Gaza. Et ça, on ne peut pas le contourner. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de santé mentale et de dire à quel point on va mal en ce moment. Parce que, effectivement, je suis sûre qu'on est nombreuses ici à aller mal. Aller mal dans notre capacité à agir, à réagir. Parce que c'est vrai qu'on nous dit, mais il faut bouger, il faut lutter contre le réchauffement climatique, il faut lutter contre le racisme, contre le patriarcat, allez, bougez-vous, soyez citoyens, soyez société civile. Mais il y a un génocide là en direct, et pas n'importe quel génocide. C'est des dizaines de milliers d'enfants qui sont massacrés, qui ne sont pas considérés comme des enfants, c'est-à-dire qu'en plus, il faut supporter le fait que ces enfants soient considérés comme des dommages collatéraux, comme le résultat du droit de se défendre, et en plus, il y a une complicité de l'État français. On ne peut pas simplement dire non mais ça se passe loin d'ici, bon c'est malheureux. Et des génocides il y en a déjà eu, et c'est bien malheureux, mais c'est comme ça, il faut que nous on continue à avancer. Non, nous sommes engagés nous ici. La France est partie prenante de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. On peut pas éluder, on peut pas renvoyer ça d'un revers de main en disant non mais on peut pas faire grand chose là-bas, c'est malheureux, mais on peut pas faire grand chose, continuons à avancer. C'est ça être partie prenante, c'est ne pas agir, c'est être partie prenante. Mais déjà, c'est de dire ce qui se passe. On devrait en parler matin, midi et soir. On devrait. Là, je regardais ce matin sur les pages du Monde, mais il y a quasiment rien. Alors que par ailleurs, sur les réseaux sociaux, on voit des corps décharnés, on voit un génocide par famine. Je me souviens qu'en novembre 2023, le président colombien, comme le président brésilien, Lula, parlait déjà de génocide à l'époque et disait déjà qu'en Colombie, au Brésil comme en Palestine, nous étions tous concernés de la même manière parce qu'ils s'expérimentaient à Gaza ce qui pouvait nous arriver. En termes technologiques, c'est de nouvelles manières d'exterminer, de nouvelles manières de tuer, de nouvelles manières d'écraser. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Nous sommes visés aussi, en fait. Donc, il y a des dizaines de milliers d'enfants, encore une fois, qui ont été massacrés. Et ça continue. Et ce qui se passe là-bas nous concerne. Il faut qu'on se dise que les enfants palestiniens, ce sont nos enfants, en fait. Et ça existe dans les quartiers populaires. Tout à l'heure, vous me demandiez, mais fin du monde, fin du mois. Je vous disais, mais la fin du monde, on y pense aussi. Et quand on pense fin du monde, on pense à Gaza. Et dans les quartiers populaires, on y pense comme... Et je suis sûre, ici aussi. Mais simplement, on ne nous laisse même pas la possibilité de le dire, ça. De dire, mais on va mal, il y a un génocide, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'organiser, comment on peut s'organiser pour que ça cesse enfin, et que ces gens-là soient respectés dans leur égale dignité humaine. Voilà. Donc voilà, pour moi, ça c'est un gros éléphant dans la pièce, et il faut l'aborder. Alors, je finis par ça, on a tous et toutes des choses à faire, et en particulier, les responsables politiques. Encore une fois, il y a une complicité. À partir du moment où rien n'est fait pour faire cesser cette ignominie, il y a complicité de toute façon. Là, il se trouve que pour ce qui concerne la France, l'État français, il y a une complicité qui est active, notamment en termes sécuritaires et militaires. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Mais ne serait-ce que parfois un drapeau palestinien sur le fronton d'une mairie. Mais vraiment, ça peut paraître très symbolique, mais peut-être que déjà on irait un petit peu mieux mentalement de voir qu'on se soucie de ces gens-là et qu'on ne les traite pas comme des dommages collatéraux. Mais après, moi, j'ai pas la solution pour que ça cesse, mais qu'au moins on puisse en discuter, qu'on le mette au centre de nos préoccupations publiques, puisque ce sont déjà nos préoccupations dans l'espace intime et l'espace privé. Si je peux me permettre, sur le site du Monde, j'ai vu hier une petite vidéo qui montrait à Rafah, voilà, un avant-après, où avant c'était vert, il y avait des jardins, il y avait des immeubles, et aujourd'hui c'est tout rasé, il n'y a plus que de la terre, et il ne repousse rien pour voir l'horizon et la mer, puisque voilà. Donc il y a quand même des journaux qui font quand même leur travail, voilà. Pardon, mais je suis obligée de dire que
Là, du coup, je vais être vraiment très directe. Non, il y aurait eu beaucoup plus de place dans les pages du Monde, puisqu'on parle du monde, s'il ne s'agissait pas d'Arabes, s'il ne s'agissait pas de musulmans, s'il ne s'agissait pas de Palestiniens. Il faut dire la vérité. Pour quel autre peuple on peut accepter des dizaines de milliers d'enfants massacrés, ça fait 1 an et demi maintenant, et qu'il y ait toujours cette complicité, et qu'on n'en parle pas matin, midi et soir. Et ça a été documenté, le fait que sur les journaux télévisés notamment, ça avait très peu de place. Quand je parlais des pages du Monde ce matin, enfin sur le site du Monde, effectivement, voilà, on parle beaucoup de Russie-Ukraine, à juste titre. Évidemment qu'il faut soutenir le peuple ukrainien, évidemment qu'il y a aussi là des enjeux d'impérialisme, de rapport colonial également qu'il faut dénoncer. Mais voilà, s'il y a si peu de place pour Gaza, pour les enfants de Gaza, pour le peuple palestinien qui subit donc un génocide, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les organisations internationales, c'est l'ONU, c'est Amnesty International qui a enquêté, c'est la CPI, etc. Je veux dire, s'il y a si peu de place, il faut dire les choses. C'est parce qu'il s'agit d'un peuple non blanc, arabe et musulman. Il faut lutter contre ça, il faut refuser ça en fait, et puis il faut en appeler à l'égale dignité humaine, sinon on s'en sortira pas. Ni là-bas et ni ici. Ici, on n'arrivera pas à avancer, ça j'en suis persuadée. Ça n'ira pas. Bon. Merci pour cette prise de parole qui remue un petit peu, parce que c'est vrai ce que vous dites. Voilà. On va peut-être prendre un petit tour maintenant pour voir s'il y a des questions dans la salle. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait un troisième micro. Si, micro. Mais formidable. Donc nos 2 intervenants sont encore là pendant quelques minutes, et si des personnes souhaitent les interpeller, poser une question, alors une question plutôt rapide, pas 12 questions, pas un monologue, mais voilà, ils seront un plaisir de vous répondre. Ah oui, alors visiblement il y a quelqu'un par là-bas. Moi je vais apporter mon micro, hop, ça ira plus vite. Ah, vous avez... Eh ben allez-y. En tous les cas, merci de vos précisions, de votre franc-parler, qui fait plaisir d'entendre dans ce monde où il y a quand même beaucoup de choses qui sont sous-jacentes et qu'on ose dire. En particulier les médias mainstream qui atteignent une certaine partie de la population et qui font illusion. Et quand on parle de Gaza, on peut parler de tout le Moyen-Orient, parce qu'on est confronté à ça dans tout le Moyen-Orient.